Le but ultime d'une organisation comme la nôtre, c'est de ne plus exister. Parce que à travers les recommandations qu'on aura faites, qui parfois règlent un problème pour un élève, mais souvent vont le régler pour la classe au complet ou parfois pour l'école au complet. Bienvenue à cette semaine à l'école, épisode 32. Carlo Coccaro avec vous et aujourd'hui, avec mon co-animateur Marc-André Girard, directeur d'école et chercheur, et celui qui a probablement embauché le plus de profs que n'importe quel commentateur d'éducation au Québec, avec lui, avec Marc-André, on va répondre à la question, un bon prof, ça naît comme ça ou ça se fabrique? Et plus tard dans l'épisode, on a deux invités qu'on a très peu entendus dans les médias, Jean-François Bernier, protecteur national de l'élève, et Caroline Gervais, protectrice régionale sur la Rive-Sud de Montréal. On va parler de leur lettre ouverte, des 1033 plaintes traitées l'an dernier et d'exemples concrets d'élèves qu'ils ont dû accompagner. Et l'épisode d'aujourd'hui est propulsé par les parcours parents d'aidersonenfant.com. C'est pas une banque de vidéos, c'est un écosystème d'accompagnement parental animé par Élise Marquis, par moi et par toute une équipe d'experts. Plus de 100 spécialistes au Québec, des centaines de courtes capsules vidéo, des directs, des ateliers, des groupes de discussion. On a à peu près un rendez-vous humain par semaine. Alors, vous êtes prêts? On commence ça maintenant avec notre bulletin de nouvelles. Trois nouvelles ont attiré mon attention cette semaine dans l'actualité éducative. Tout d'abord, un article du Devoir du 23 avril dernier de Zachary Goudreau sur la loi 94 et le casse-tête d'évaluer les enseignants en pleine pénurie. En gros, le projet de règlement découle de la loi 94 qui impose à tous les enseignants une évaluation tous les 2 ans sur 13 compétences professionnelles, 103 dimensions à observer et une obligation de formation de 30 heures de formation par 2 ans. Les directions vont devoir observer chaque enseignant en classe plus d'une fois. Évidemment, les syndicats s'offusquent un peu, là, voient la charge inatteignable à atteindre pour les enseignants. Et les associations de direction d'établissement, même chose, en disant c'est une surcharge sur un rôle qui est déjà en surcharge. Donc, on parle de la profession qui est déjà en pénurie, évidemment, où on tolère aussi l'engagement de personnel non qualifié, puis où les directions se plaignent depuis des années depuis avoir le temps de jouer leur rôle de leader pédagogique. Donc, on exige à un moment comme celui-là plus de rigueur au moment même où le réseau a le moins de marge de manœuvre. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut évaluer les enseignants. C'est d'une évidence. Mais c'est par qui? Avec quels moyens et pour quoi faire? On a déjà un système qui empile les exigences sur le dos des profs et des directions sans ajouter 1 minute ou $1 ou sans ajouter une personne pour les accompagner. Puis les adultes à l'école ont besoin de formation, ils ont besoin d'être évalués pour le bénéfice des enfants. Mais c'est pas sans coût et sans pression qu'il faut aussi inclure dans l'équation. Sinon, le réseau, il va tourner les coins ronds, puis ça n'aura pas les effets positifs désirés, puis ça va quand même ajouter une couche de surcharge à tout le réseau. Ma deuxième nouvelle, c'est Patrick Lagacé dans les pages de La Presse, un article, une chronique en fait du 15 avril dernier et une réplique aussi de École branchée puis une lettre ouverte d'un enseignant d'Antoine Thibault du 20 avril. Donc les faits, là, c'est que le 15 avril dernier, Patrick Lagacé a publié une chronique choc. Il est temps de sortir tous les écrans de l'école, sauf les ordinateurs de l'échelle WorkQ, il prend soin de préciser, qui est un outil le plus utilisé au Québec pour aider les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage. Mais tous les autres écrans, ils voudraient les sortir de l'école avec comme thèse derrière, c'est que depuis 20 ans, l'école ne fait qu'ajouter des écrans partout dans la vie des jeunes, des films lors des collations sur l'heure du midi, d'applications de maths qui font que le lapin fait une course puis on apprend nos additions, nos multiplications. Just Dance en éducation physique, etc. Retirer les écrans parce qu'il y a une incohérence, à savoir il y a une surcharge d'écran dans la vie de nos jeunes, ça fait du sens. On les multiplie à la maison, on les multiplie à l'école. École branchée qui répond que on peut pas mettre dans le même bateau réseaux sociaux et numérique éducatif. Puis la compétence numérique, mais c'est aussi une exigence du marché du travail, donc c'est important de l'avoir à l'école. Puis la troisième fois, celle du plein air qui dit que le vrai débat, c'est pas écran, c'est aller dehors versus rester en dedans. Donc, ça dépasse les murs de la classe. Ça touche plus l'hygiène de vie en général. Je pense pas que la question, ce soit écran ou pas écran. C'est plutôt, on fait quoi avec les écrans? À quel âge? Pour quels apprentissages? Et qui décide aussi? Patrick Lagacé a quand même raison sur un point central. L'école doit pas amplifier une dépendance aux écrans qu'elle dénonce elle-même en passant, là, que nos jeunes sont trop sur les écrans. Si on leur en donne encore plus à l'école, on n'aide pas le problème. En même temps, l'école doit aussi se poser la question, est-ce que vraiment tous les usages ont un impact positif
pédagogique. Et je pense que c'est ça le point majeur, c'est qu'on ajoute des iPads, on ajoute des ordinateurs, c'est motivant à plein d'égards pour les jeunes, mais est-ce qu'il y a un impact positif, pédagogique, supérieur à ne pas avoir d'écran? Et j'ai pas vu beaucoup d'études scientifiques qui le montrent. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais en même temps, il faut être prudent, je pense, avec l'utilisation des écrans. Ma troisième nouvelle, et j'en fais l'étoile de la semaine, c'est un article du Globe and Mail du 25 avril dernier de Dave McGinn, qui parle de la carte postale qui ramène les élèves en classe. Donc, le district scolaire du nord de l'Ontario, le District School Board Ontario Northeast, a fait remonter son taux d'assiduité de 31 à 62% en 2 ans. Et ce taux-là, en fait, c'est une présence d'au moins 90% à 90% des jours de classe. Donc, il y avait seulement 31% des élèves qui atteignaient ça. Ils l'ont fait passer à 62%. Puis la méthode, c'est des cartes postales personnalisées envoyées par les enseignants aux élèves absents. Il y avait aussi du mentorat par les pairs, des visites à domicile, etc. Mais l'idée, c'est de déplacer clairement du punitif vers le renforcement positif. Puis l'absentéisme chronique, c'est un problème complexe qui n'a pas une solution unique, évidemment. La pandémie l'a fait exploser un peu partout en Amérique du Nord. Puis souvent, puis on le voit au Québec aussi, la tentation politique, c'est de toujours serrer la vis, sanctionner, inclure ça dans les notes, donc pénaliser l'élève au niveau de ses notes. Puis un ou une élève absente 3 jours, qui reçoit une carte postale, puis qui revient en classe parce qu'elle s'est sentie vue, bien, c'est beaucoup plus fort qu'une note qui baisse. Puis il y a quelque chose de profondément québécois dans cette histoire-là aussi, même si ça se passe en Ontario. Une intervenante dans l'article dit la phrase qui résume tout. On traite la fumée, pas le feu. L'absentéisme, c'est pas un défaut de motivation, c'est un signal. Puis quand un enfant vient pas à l'école, ben, il nous dit quelque chose. Puis la carte postale, elle, ben, c'est lent, c'est artisanal, c'est moins satisfaisant politiquement qu'une réforme avec un grand titre dans les journaux, mais ça marche parce que l'élève, il se sent vu, apprécié et important aux yeux des autres. Marc-André Girard, merci d'être là. Merci de l'invitation. Marc-André, t'es directeur d'école, t'es chercheur. Puis aujourd'hui, on cherche à savoir, est-ce qu'un bon enseignant, ça naît comme ça ou si ça se fabrique? Puis ma première question pour toi, Marc-André, c'est qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu vois un CV de quelqu'un qui veut venir enseigner dans ton école? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est les diplômes, un mélange de tout ça? Qu'est-ce que tu regardes qui est important pour toi? Bien, la première réponse à ta question est assez plate, étant donné que les enseignants, la profession enseignante est quand même réglementée. Donc, je regarde s'ils ont un brevet d'enseignement, premièrement. Fait que ça, c'est la première chose. C'est comme le minimum nécessaire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour répondre à l'esprit de ta question, disons-le comme ça, bien, c'est sûr que j'aime ça voir l'expérience de cette personne-là pour commencer. Elle enseigne où? Qu'est-ce qu'elle a derrière la cravate? Puis, ça ne veut pas dire qu'un enseignant expérimenté nécessairement va avoir un avantage sur un enseignant qui l'est moins, qui sort de l'université. Mais ça va, dans un cas comme dans l'autre, ça donne une bonne indication aussi. Moi, j'aime ça travailler avec des jeunes enseignants, des enseignants qui sortent de l'université, qui sont motivés, qui ont hâte d'arriver, qui ont des idéaux. Puis j'aime ça pouvoir travailler avec eux pour les atteindre, les aider à atteindre ces idéaux-là, mais aussi les façonner. Tu sais, avoir l'impression de pouvoir léguer quelque chose à ces jeunes enseignants-là aussi, c'est quelque chose qui me motive. Puis imagine que tu as 2 CV devant toi de jeunes de 21, 22, 23 ans là, qui sortent du bac en enseignement. Donc, ils ont le diplôme, check. Qu'est-ce que tu vas regarder dans leur CV qui, pour toi, tu dis « Ah, ça, c'est le fun parce que je pense que ça va leur servir demain matin en classe. » J'aime ça voir qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre dans la vie. Je te donne un exemple. Ils ont travaillé dans des camps de jour. Est-ce que c'est des entraîneurs ou ils ont fait du sport collectif? J'aime ça voir des traces de travail d'équipe, de collaboration dans d'autres contextes. Donc ça, c'est des choses, moi, qui me mettent une petite puce à l'oreille, comme quoi cette personne-là a peut-être des attributs de leadership. Elle aime ça travailler avec des jeunes. Admettons, c'est un entraîneur, un sauveteur, quelqu'un qui donne des cours de natation, bon, bref. Mais ça donne quand même une idée quand tu vois des personnes qui, dès leur jeune âge, admettons, dès leur adolescence, choisissent de travailler dans des camps de vacances, choisissent de faire du bénévolat à des endroits en particulier qui impliquent des jeunes, ou la relation d'aide, ou la posture d'aide de soutien. Ça donne des bonnes indications aussi. Tu me disais en préparation de l'épisode qu'on ne cherche pas nécessairement des mathématiciens pour enseigner à nos jeunes, on cherche des tisseurs de liens. Cette expression-là, j'aimerais ça que tu me la définisses. Ça fait quoi un tisseur de liens de différent le lundi matin à 8h30 quand les élèves arrivent? Moi, il y a un monsieur qui m'a vraiment influencé, puis c'est Yvon Fortin, son nom.
Puis c'est un prof de cégep à la retraite qui donnait des formations à des enseignants, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'avais invité à l'école parce que je trouvais que sa formation était incroyable. Puis il a dit, on enseigne qui on est. Puis ça m'a, je te dirais, ça m'a chamboulé. Il n'y a pas d'autre mot. On enseigne qui on est. Donc, on met vraiment l'accent, pas sur la matière qu'on enseigne, mais on enseigne vraiment qui on est. Puis, on fabrique des êtres humains. Ça, c'est des jeunes qui sont on éduque. Moi, je crois beaucoup à l'éducation bien avant l'instruction. Il y a une différence entre les deux. Hein. Instruire, c'est accumuler des savoirs pour les réinvestir dans des situations pratiques rapides. Mais l'éducation, c'est beaucoup plus large que ça. Puis, éduquer veut dire élever. Donc, pour moi, transmettre qui on est fondamentalement, ben, je juge que quand tu es en éducation, c'est parce que tu veux influencer la génération de demain. Fait qu'on est vraiment dans le philosophique à fond, mais fait que c'est pour ça que moi, un mathématicien, un historien, un scientifique, un linguiste, c'est d'abord et avant tout des êtres humains qui forment d'autres êtres humains avant de leur montrer à écrire, à lire, à compter ou peu importe. Est-ce que ça vient à dire que des adultes, par exemple, qui ont de la difficulté dans les relations humaines, qui sont peut-être un peu irrespectueux, brusques, ou peu importe les petits défauts qu'on peut nommer, s'ils deviennent enseignants, ça va être difficile pour eux ou pour elles d'enseigner ça à leurs élèves, les bons comportements, les bonnes attitudes humaines. C'est un peu ça que ton prof de cégep voulait dire aussi. Ben, je sais pas ce qu'il voulait dire. C'est pas parce qu'on dit une chose que son contraire est vrai non plus. C'est pas parce qu'on enseigne qui on est qu'on doit pas mettre d'accent non plus sur la relation didactique, donc la relation avec la matière qu'on a enseignée. Moi, je pense que ce que ça veut dire essentiellement, c'est que prioritairement, avant la matière, il faut que tu crées un lien avec cette personne-là, avec ces élèves-là. Et puis, à partir du moment où tu as créé un lien significatif avec eux, il y en a qui font ça à une période, la première période de l'année, dossier réglé, check, et les jeunes vont manger dans ta main le restant de l'année scolaire. D'autres, ça se construit sur un certain temps, pour plusieurs raisons. Puis ça, c'est pas toujours non plus de la faute à l'enseignant. Hein. Des fois, c'est une question de contexte, de culture de la classe, du groupe d'élèves avec toi. Il faut qu'ils connectent aussi entre eux. Mais moi, je crois fermement que quand tu travailles ta relation, après ça, un coup que tu as embarqué ces élèves-là dans cette relation-là sur une base volontaire, ben les élèves, après ça, vont être plus portés à vouloir apprendre. Ils ne voudront pas te décevoir. Ils vont faire ce que tu leur demandes. Il y aura une relation d'opposition. Ils vont peut-être enlever leur garde. Ils vont enlever les obstacles qui pourraient mettre en travers dans une relation avec des gens. Puis je pense que ça va glisser beaucoup mieux pour les 179 autres jours à l'année scolaire qui reste. Fait que c'est dans ce sens-là. Puis, il ne faut pas oublier aussi que l'enseignant, c'est une figure d'autorité, c'est une figure d'attachement aussi, il ne faut pas le négliger. Et pour certains jeunes, ces figures d'attachement-là, ils n'existent pas. Il y a des élèves qui viennent de familles brisées, il y a des familles qui sont dysfonctionnelles également. Les jeunes sont à la recherche de modèles masculins, de modèles féminins. Des fois, c'est des gars qui cherchent un modèle féminin, des fois, c'est des filles qui cherchent un modèle masculin. Fait qu'on a ce rôle-là aussi. On n'est pas là pour substituer aux parents, mais quand même, on peut occuper une de ces places-là. Fait que moi, j'ai eu des liens très, très forts avec des enseignants quand j'étais au secondaire, des profs que j'aimais beaucoup, à qui je pouvais me confier, avec qui je pouvais rigoler, que je rendais des services, ils voyaient en moi un potentiel, puis qui m'ont permis de vivre des projets, des activités, des situations inédites que probablement j'aurais jamais vécues dans le cadre de du cadre de mes études secondaires. Fait que, tu sais, c'est des tisseurs de liens, comme on disait, mais c'est des créateurs d'opportunités aussi. C'est des personnes qui font vivre des expériences. Fait que c'est très, très large, ça. Moi, j'ai toujours cru que c'est un privilège d'enseigner, de savoir qu'il y a des parents qui nous confient leurs enfants. Donc, des gens partant, tes papas, moi aussi. Tu ne confies pas tes enfants à n'importe qui. Tu fais confiance quand tu laisses tes élèves, ton enfant partir le matin pour aller à l'école, quand il débarque de ton auto ou quand il embarque dans le transport scolaire. Fait que tu fais confiance qu'il va revenir transformer dès la première journée. Puis imagine après 5 ans, après 12 ans, bon, et ainsi de suite. Fait qu'il y a tout ça. Pour moi, c'est une relation qui est forte. C'est pas juste enseigner une matière. Je trouve ça difficile de voir qu'il y a des personnes qui l'envisagent dans l'autre sens. C'est-à-dire, moi, je suis là pour enseigner une matière, toi, tu es là pour apprendre. Tu dis quoi, ces personnes-là, ces enseignants-là qui vont dire « Ah, lâchez-moi avec la relation. Je suis un prof de mathématiques secondaire 5, j'ai une matière à enseigner. Si je ne la maîtrise pas, il n'y a aucune chance que mes élèves aient une bonne note. C'est quand même plus important ça que le lien que je vais tisser avec l'élève. » Là, il faut arrêter de penser avec deux pôles opposés. Là.
c'est pas parce que tu mets l'accent sur la relation avec tes élèves que tu maîtrises pas ta matière. Je pense qu'il y a un équilibre aussi à avoir, là. OK? Puis, il y a des fois, là, que peut-être qu'ils ont le prix du retard, puis on peut pas juste faire comme mon ancienne DG nous disait des fois, du tender loving care, là. On peut pas juste faire du bienveillant, là. Il y a du travail à faire. On est à l'école pour une raison, puis on a une tâche. Des fois, il faut être axé sur la tâche, mais je pense qu'avant d'être axé sur la tâche, il faut être axé, centré sur la personne avec qui on fait cette tâche-là. Fait que oui, c'est vrai que ce soit en mathématiques de secondaire 5, que ce soit en mathématiques de secondaire 1, le résultat il est le même. Tu veux que tes élèves connectent, tu veux qu'ils embarquent dans un projet. Quand tu t'enseignes quelque chose pendant un an de temps, tu proposes aux élèves un projet. C'est pas juste ce que tu enseignes, c'est comment tu l'enseignes aussi. Comment tu l'enseignes, ben c'est propre à toi. Fait que toi et moi, on enseigne le même cours. On reprend l'exemple de mathématiques. Le même programme, le même cours. On s'assoit ensemble, faire notre planification. Puis, quand on va être chacun dans notre classe, on va le livrer différemment. Alors, c'est comment est-ce qu'il va être livré? Fait que faut que les jeunes embarquent là-dedans. Faut qu'ils se commettent, faut qu'ils se mobilisent à travers tout ça. Fait que il y a une partie dans l'apprentissage qui est fortement subjective. Oui, puis tous ceux qui ont des enfants à la maison le savent. Là, moi, j'ai 3 ados à la maison. Quand ils trouvent l'enseignant ou l'enseignante gentil, au sens très générique du terme, ce prof-là, il est gentil. Déjà, ils rentrent dans le cours avec un peu plus d'enthousiasme. Déjà, ils ressortent du cours avec plus d'enthousiasme aussi. Puis, il y a un devoir à faire, mais ils le font parce que il y a cette connexion-là qui s'est établie avec l'enseignant. Puis c'est pas banal parce que ça peut vite être un turn-off quand il y a 0 relation, ou pire, la relation est négative avec l'adulte. Puis ma fille, ma dernière est au cégep, puis elle peut te dire dans quel cours elle va bien réussir, dans quel cours elle va des difficultés, de la façon qu'elle me parle de son prof. Fait que dès le début, ça n'a pas rapport. Il nous demande de faire ça, je comprends pas. Je sais très bien que ça va pas super bien rouler. Fait que nos jeunes, des fois, ont de la misère à faire abstraction de la relation pour faire le travail. Ils sont très, 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 comment je peux dire, connectés sur le plan émotionnel. Au même titre que nous autres, des fois, avec des collègues, ça peut être un peu la même chose aussi. Hein? C'est démontré aussi par la recherche que quand tu estimes une personne, tu as tendance à beaucoup plus reconnaître ses compétences et son professionnalisme. On le sait, tu as parlé donc du bac en enseignement, qui est le chemin principal utilisé par les jeunes adultes pour devenir enseignants. Donc, un bac de 4 ans qui donne droit au brevet, qui fait que tu vas l'enseigner. De plus en plus, donc on a à peu près 10 000 enseignants non légalement qualifiés dans le réseau. Puis on a aussi les maîtrises qualifiantes qui existent depuis quelques années, qui sont là, qui visent à faire en sorte que quelqu'un qui a déjà un bac puisse faire sa maîtrise qualifiante, donc 2 ans, des fois un petit peu moins, et obtenir le brevet et aller dans les salles de classe, autant au primaire qu'au secondaire. D'après toi, là, qu'est-ce que tu n'as pas dans une maîtrise qualifiante que tu as dans ton expérience terrain? Quand tu fais une maîtrise qualifiante, c'est parce que tu as déjà un vécu ailleurs, tu as déjà un diplôme, tu as déjà, je sais pas moi, tu as été mathématicien, justement, tu as été ingénieur, architecte, peu importe. Donc, tu t'en viens avec ta deuxième formation, ton deuxième diplôme pour pouvoir enseigner, un changement de carrière, super. Mais quand tu commences puis que tu es jeune, tu sors du cégep, tu t'en vas là, ton premier choix, c'est d'aller en enseignement. Fait que ça, pour moi, ça, c'est irremplaçable. C'est des jeunes qui décident de dévouer leur vie professionnelle à l'enseignement. Puis tu commences déjà, en étant jeune, à connecter avec d'autres jeunes. Fait que tu gardes ce petit filon-là qui te permet de te partir. La charge de travail est étirée sur un certain temps. Il y a plus de stages également. Et tu es aussi, au-delà de tout ça, tu es dans une posture plus... Tu sais, tu es une éponge. Hein? Tu as hâte d'y aller. Tu t'apprends plus. Tandis que quand tu es plus vieux, dans certains cas, tu as déjà des élèves, tu as déjà vécu une relation de couple, peut-être. Tu es déjà un adulte. C'est peut-être déjà à l'emploi même d'une école ou d'un centre de service scolaire. Exact. Tu as déjà eu un lien d'emploi, un lien professionnel. Là, après ça, tu arrives avec une vision plus mature, plus raisonnée et avec peut-être moins comment je peux dire, de stages et moins d'expérience pratique supervisée sur le marché. Maintenant, est-ce qu'un donne un meilleur prof que l'autre? Ça, je ne serais pas prêt à mettre ma main au feu parce que les avantages de l'un, c'est les défauts de l'autre, là, quelque part. Fait que si on prend les maîtrises qualifiantes, leur expérience professionnelle, ça compte déjà. Leur maturité, ça compte. C'est ce qui manque peut-être avec les plus jeunes qui font un bac de 4 ans. Mais à quelque part, je crois que on veut des personnes qui sont motivées par leur matière, mais surtout par les jeunes avec qui ils vont travailler. Et puis ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. J'ai toujours dit ça, puis je vais toujours le dire.
la matière, c'est un prétexte pour rentrer en relation. Imagine le profil d'une personne, disons, qui a 35-40 ans, qui est allée à l'université dans un domaine, disons, dans la gestion, a été comptable ou spécialiste marketing, et là, dit « Hey, il manque du monde dans le monde scolaire, je vais y aller. » Fais la maîtrise qualifiante à temps plein. Tu lui conseillerais quoi en sortant de la maîtrise pour l'aider à être un bon enseignant? Avant de répondre à ta question, j'aimerais ça parler à cette personne-là avant qu'elle fasse sa maîtrise pour lui dire, si tu fais ça parce qu'il manque de monde dans les écoles, tu fais ça pour la mauvaise raison. C'est sûr et certain que moi, j'aime ça entendre ça, on va avoir du monde dans nos écoles. Sauf qu'on veut pas avoir n'importe qui dans nos écoles non plus. Ouais. Non pas que vous êtes n'importe qui, monsieur, mais moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler avec des jeunes. Des jeunes, c'est imparfait, c'est impulsif. Des fois, ça peut être désagréable. Des fois, ça peut faire des erreurs. Finalement, ça peut faire pas mal... Les jeunes, c'est pas mal des humains, hein? Puis le profil que je viens de dire, mais ça te ressemble peut-être, puis ça me ressemble aussi. Tu sais, est-ce que tu es prête à vivre et à travailler avec ça, puis pas penser que ces élèves-là sont juste là pour te plaire puis réussir ce que tu leur proposes? Fait que ça, c'est la première chose. Maintenant, un coup qui a réussi, je dirais, puis là, au risque de me répéter, Carlo, mets l'accent, pas sur ta matière, sur tes élèves. Va manger avec eux autres le midi. Moi, j'ai travaillé, je sais que tu es italien, là, mais j'allais dîner avec des élèves mes premières années d'enseignement, puis je jouais aux cartes avec les cartes italiennes. Là. Je jouais à Scopa, Briscoe, là, tu dois connaître ces jeux-là. Tu jouais avec eux autres, puis il y a une façon de jouer à ça aussi. En même temps que tu fais ça, puis tu t'embarques dans cette culture de jeu-là, ben en même temps, tu sais, après ça, tu les revois la période d'après ou le lendemain matin, tu les as déjà dans ta poche. Fait que quand c'est le temps de déconner, eux autres, ils n'embarquent pas là-dedans. Là. Moi, je veux qu'ils reviennent jouer là, demain midi, là, mon prof. Là, fait que je dirais, investis-toi dans des activités avec tes jeunes. Puis le lundi matin, quand tu recommences, les jeunes, non seulement ces jeunes-là, t'es de ton bord, mais eux autres, ils ont parlé à leurs collègues. Fait que, je veux dire, ta gestion de classe, là, tu es faite, puis t'as même pas levé le petit doigt, là. Fait que, parce que ce que tu dis là, c'est que le respect, ça s'impose pas. Ça se bâtit. Cette relation de confiance-là, il faut la bâtir. Il ne faut pas la prendre pour acquis parce que c'est pas le même, ça marche. Là. Exactement. Puis, pour répondre à ta question, une fois qu'ils sortent du bac, passe du temps avec eux autres à ta façon, en fonction de tes forces ou ce que tu as le goût d'apprendre. Puis quand tu es dans une posture où ce que toi, tu acceptes d'apprendre des jeunes, tantôt, je te parlais du jeu de cartes, de la guitare, bien, ces jeunes-là, après ça, devine quoi? Quand ils sont dans ton cours de maths, dans ton cours de sciences, dans ton cours de géo, ils sont prêts à apprendre de toi aussi. Marc-André Girard, merci beaucoup. Merci, Carlo. L'an dernier, 4732 parents ont appelé le bureau du protecteur de l'élève parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Et aujourd'hui, j'accueille deux des personnes responsables d'accueillir ces appels. Jean-François Bernier, protecteur national de l'élève, et Caroline Gervais, protectrice régionale sur la Rive-Sud de Montréal. Bienvenue à vous deux, bienvenue au balado. Merci de nous accueillir. Mais ça fait très plaisir. Jean-François Bernier, dans un geste plutôt unique, vous avez écrit une lettre ouverte dans laquelle on peut lire, et je cite, « Dans les discussions actuelles et celles qui viendront, je nous invite à ne jamais détourner le regard de ce qui m'apparaît l'enjeu central, parfois malheureusement oublié, l'intérêt de l'élève, sa protection et son soutien, et ce qu'il soit la victime ou l'auteur d'intimidation ou de violence. » Pourquoi avoir senti le besoin de vous exprimer publiquement sur ce sujet-là? Bien, la raison pour laquelle j'ai effectivement ressenti le besoin d'écrire cette lettre-là, ce qui est exceptionnel là, pour un ombudsman comme nous, c'est parce que dans le discours ambiant qu'on lisait ou qu'on entendait, l'angle était beaucoup, en tout cas dans ces textes-là et dans ces extraits-là, sur l'élève agresseur, donc qui peut porter atteinte à l'intégrité du personnel enseignant ou professionnel ou autre de l'école et d'autres élèves, évidemment. Puis on mettait beaucoup l'accent là-dessus. Je comprends les enjeux qui peuvent exister, mais on semblait oublier le cœur de tout ça, que cet élève-là, qui est potentiellement l'élève qui est l'auteur de gestes violents ou d'intimidation, c'est un signal qu'il envoie. Il y a des besoins, aussi. Il y a besoin qu'on s'en occupe aussi pour l'amener demain à devenir un citoyen exemplaire, comme on souhaite qu'on le soit tous, pour que la société aille mieux. Donc, faut pas les laisser aller, ces gens-là, ces élèves-là, faut s'en occuper. Autant, sinon plus, parfois, et d'une manière différente que les élèves qui sont aussi, dont on s'occupe aussi et dont il faut s'occuper, qui sont les victimes de tout ça. Mais il ne faut pas oublier personne dans le débat actuel. C'était l'essence de ce que je voulais partager. Je trouve ça intéressant comme approche parce qu'on en parle beaucoup au balado d'accompagner les élèves, incluant ceux qui ont des enjeux avec leur comportement et leurs gestes.
Et quand j'ai lu ça dans votre lettre ouverte, ça m'a beaucoup marqué. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on se parle aussi. Parce que oui, vous avez sorti un nouveau rapport, donc votre deuxième rapport annuel. Avant d'aller à Mme Gervais, j'ai écouté vous demander, il y avait 1033 plaintes qui ont été retenues autour d'eux. Oui. Loin l'idée de moi de banaliser quoi que ce soit. Mais je trouve que 1033 plaintes sur un bassin de 1,1 million d'élèves, c'est très, très peu. Est-ce que j'ai quand même raison de me réjouir un petit peu de cette proportion-là? Oui et non. Dans le sens, oui, tant mieux si ça veut dire quelque chose, mais ça veut peut-être aussi dire que le recours n'est pas assez connu aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui devraient se manifester qui ne se manifestent pas. Il faut par ailleurs savoir, Carlo, que on est la troisième étape d'un processus qui compte 2 premières étapes qui sont plus au niveau de l'école et du centre de service. On va parler du public en général parce que c'est le gros de la clientèle des élèves, là. Donc, ça veut dire que la loi est ainsi faite qu'on essaie d'inviter les gens et les parents et les élèves à régler le problème au niveau de l'école. Si on n'est pas satisfait ou si ça fonctionne pas, on va au niveau du centre de service scolaire. Puis après ça, si on est toujours insatisfait, ça vient à notre niveau. On sait, avec les chiffres de l'année passée, qu'au niveau des responsables du traitement des plaintes, qui est la deuxième étape, c'est autour de 6 500 plaintes qu'ils ont traitées. Donc, il y en a 1000 de ces 6 500-là, à peu près, qui arrivent chez nous. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'école, il y en a encore plus que 6 500. Il y a des choses qui se règlent à l'école, des choses qui se règlent au centre de service, puis finalement, ça vient chez nous. Madame Gervais, vous êtes protectrice régionale dans la région de l'Abondance, donc sur la rive sud de Montréal. Environ 100 000 élèves là, sous votre responsabilité. Quand le téléphone sonne et qu'un parent vous appelle, à quoi ressemble votre journée puis votre accompagnement de ce parent-là? Bien, au départ, on a vraiment une équipe qui va recevoir les appels et après, selon les motifs, on s'assure vraiment que les 2 premières étapes ont été respectées. Et ensuite, effectivement, j'entre en jeu. On a un peu toujours la même façon de faire. Donc, au départ, c'est d'entendre ce parent-là. Oui, on reçoit sa plainte, mais de vraiment entendre, lui, nous décrire sa situation, puis également, c'est quoi ses attentes. Donc, ça va être la première étape. Et ensuite, on va commencer ce que nous, on appelle notre enquête, c'est-à-dire de parler de près ou de loin toutes les personnes qui peuvent nous donner de l'information, que ce soit des personnes qui sont directement visées par la plainte ou que ce soit des témoins. Donc, et après, bien évidemment, il va y avoir des documents, on analyse, puis on va émettre des recommandations. À travers de tout ça, par contre, c'est beaucoup d'accompagnement des parents, d'accompagnement des élèves, mais également aussi des organismes scolaires, parce que l'idée en arrière de tout ça, c'est d'améliorer les services. Donc, à travers de toute cette démarche d'enquête-là, c'est aussi un de nos rôles là, de sensibilisation puis d'accompagnement. Avez-vous un ou deux cas typiques que vous pouvez partager avec nous, évidemment, de façon anonyme, là, mais qui nous permettent de mieux comprendre la réalité des cas et votre réalité à vous dans le traitement de ces demandes-là? Oui, tout à fait. Peut-être un premier cours primaire. Donc, par exemple, un élève de 6 ans qui nomme à son enseignante avoir reçu des propos menaçants de la part d'un autre élève. OK. Donc, l'élève est en suspension, a une suspension, pas de mesure de soutien, pas d'accompagnement pour le retour après sa suspension. Donc, l'élève qui aurait commis des gestes, mettons, de violence verbale est mis en suspension à 6 ans. OK. Oui. Ouais. Il y a une suspension et pas de rencontre. Donc, on n'entend pas sa version. On ne le rencontre pas pour lui expliquer non plus c'est quoi les propos, la teneur de ce qu'il a dit. Et donc, pas de mesure de soutien. Revient à l'école et il se sent un peu bouleversé par la situation, mis de côté. Et là, c'est ce parent-là, donc le parent de l'élève qui a tenu les propos, qui fait appel à nous. Okay. Donc, ça va être une situation qu'on va traiter. Puis à ce moment-là, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé et de voir à l'école où est-ce qu'il y a eu des écarts, où est-ce qu'il y a eu des manquements, puis de rappeler justement ce qu'on a parlé en début, l'importance d'offrir des mesures de soutien aussi. Ben oui. La sanction peut être une mesure appropriée dans certains cas, mais surtout qu'il y ait les mesures, d'encadrement à protéger l'élève qui a été victime de ces propos-là, mais également qu'on est un milieu d'éducation. Donc, c'est d'acquérir de nouveaux comportements, des habiletés sociales adéquates. Fait que ça peut être un exemple au primaire. D'autant plus qu'un élève de 6 ans, c'est un élève qui est en plein apprentissage de la vie. 6 ans, c'est très, très jeune. Est-ce que dans ces cas-là, les écoles sont réceptives à vos recommandations et comprennent que, oui, c'est vrai, on aurait dû le faire, ou sont plus en mode sur la défensive? On a fait ça, notre politique dit que c'est une suspension, c'est comme ça.
quel est généralement l'accueil du réseau à vos commentaires et à vos appels? En très, très, très grande majorité, une collaboration, une ouverture, un désir de faire mieux, puis d'essayer de voir est-ce qu'il est possible de rétablir un lien de confiance avec le parent pour cette situation-là, mais également de dire qu'est-ce que je préfère différemment si une situation similaire arrive, parce que évidemment, chaque situation est différente puis demande une analyse rigoureuse. Hein, c'est pas, oui, le plan de lutte est là comme outil pour soutenir, encadrer, c'est un outil important, mais après, il faut bien l'appliquer. Ce que Caroline vient, si tu me permets, Carlos, ce que Caroline vient d'aborder là, qui est l'importance, puis c'est ce qu'on voit beaucoup dans les plaintes, c'est les enjeux de communication entre le parent, les élèves et l'école, des bris de confiance. Aussi, le parent ne fait plus confiance, bon, pour des bonnes, mauvaises raisons, peu importe. Et là, on intervient souvent dans ce contexte-là. Faut pas oublier que contrairement à d'autres ombudsmen, par exemple en santé ou ailleurs, qui vont traiter une plainte pour un événement ponctuel avec un organisme avec lequel on n'aura plus de contact peut-être pendant les 10 prochaines années, ben, à l'école, c'est pas pareil. S'il y a un problème en deuxième année, puis que la relation est pas bonne, ben ça va nous suivre. Ça va suivre notre enfant, surtout aussi. Ça va suivre l'élève. Faut pas l'oublier. Toujours l'élève au cœur de tout. Puis c'est lui qui va partir de ça. Puis nous, on est souvent là, puis on le constate depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, que notre intervention va souvent apaiser et rétablir ce lien-là de confiance et de communication. Puis c'est l'enfant c'est l'élève qui en sort gagnant, évidemment, de tout ça. Le monde des enseignants, des adultes à l'école, je l'ai entendu beaucoup, voit le protecteur national de l'élève, pas vous individuellement, mais l'organe, des fois comme un autre outil que le gouvernement a mis en place pour leur taper sur la tête, pour leur dire à quel point ils sont pas bons dans certains moments, une façon de contrôler leur travail. Vous répondez quoi à ces enseignants-là, ces orthopédagogues, ces directions d'école-là qui pensent ça, qui disent « c'est un peu comme une autre façon de contrôler ce qu'on fait à l'école. » Eux, ils sont pas là, ils voient pas tout ce qu'on fait. Là. C'est à chaque enquête, lors de chaque plainte, ça va être dans notre approche qu'on va avoir avec le milieu scolaire. Donc, dans une approche qui est bienveillante, qui est respectueuse, où est de faire sortir qu'on comprend bien leur travail, qu'on respecte leur travail, que c'est eux les experts, mais que nous, on est vraiment là pour, comme des fois, un levier, comme un vecteur aussi. Fait que je pense que individuellement, puis on le constate à tous les jours, ça arrive souvent qu'en début d'entretien, j'ai une enseignante, une direction qui me dit « Écoute, j'ai pas dormi de la nuit, je suis très, très stressée », et qui, à la fin, dit « Ah, OK, ben je vais en parler ». Fait que c'est une promotion aussi qui va se faire, tout doucement, pour dire qu'on a, dans le fond, on a le même objectif qu'eux. On n'a pas le même rôle, on n'a pas le même mandat, mais notre objectif est le même. Hein? C'est la réussite des élèves, c'est un milieu sain et sécuritaire, c'est le bien-être. Puis le fait qu'on soit indépendant là, comme institution, et les protecteurs régionaux et les protectrices régionales sont tout à fait indépendants du réseau. Donc, c'est ça la force de notre organisation, là, c'est que cette indépendance-là amène l'impartialité totale et une objectivité dans le regard qu'on pose sur des situations. Ben, ça nous amène aussi à considérer des plaintes qui sont pas fondées. Puis on écrit dans nos décisions, dans nos conclusions, on appelle ça des conclusions, on écrit aux parents puis à l'école ou au centre de service, ben on juge que la plainte est pas fondée ou qu'elle est fondée. Donc souvent, oui, ça fait pas l'affaire du parent qui aurait souhaité qu'on dise qu'il avait raison dans sa plainte, mais notre regard indépendant et impartial permet ça. Donc, à quelque part, pour le personnel scolaire, c'est aussi un message. C'est que les protecteurs régionaux disent, ben dans ce cas-ci, moi je considère que la décision qui a été prise ou la décision qui n'a pas été prise dans un cas était la bonne. Alors, c'est 40% des plaintes fondées à ce jour, à notre niveau, mais il y a quand même 60% aussi des cas où on dit, ben l'école a bien fait ce qu'elle avait à faire, elle a assumé les responsabilités. Parce que ce qu'on a vu souvent, puis je l'ai dit dans mon premier rapport annuel, c'est à quel point plusieurs directions d'école sont démunies. Démunies parce qu'elles n'ont pas tout le temps tous les bons outils pour prendre les bonnes décisions. Démunies parce que souvent, elle n'a peut-être pas le soutien qu'elle aurait besoin. Ils sont en surcharge, les directions d'école aussi. Oui. Hey, tout ce qu'il y a à gérer dans une journée, là, c'est fascinant. Là. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les directions d'école. Là. C'est pas une job facile. Non. C'est pas une job facile. Allons dans la mécanique un petit peu, puis là, on va pas embêter les gens qui nous écoutent avec trop de détails, mais vous l'avez dit au début, hein,
l'étape essentielle, c'est la communication avec l'enseignant, l'enseignante, avec la direction d'école. Puis souvent, une des causes qui fait que ça se fait à votre bureau, c'est que cette communication-là ou cette confiance-là, elle est rompue, on le voit. Une fois que, disons que je suis un parent, j'observe quelque chose avec mon enfant qui ne me satisfait pas, je communique avec l'enseignant, l'enseignante ou les enseignants, enseignantes concernés, j'ai une réponse qui ne me satisfait pas trop, je communique avec la direction est débordée, ça prend des fois 3 jours, 7 jours avant que j'ai une réponse. Pas satisfait. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je communique avec vous tout de suite ou il y a d'autres étapes? Une deuxième étape qui est le centre de service scolaire. Donc, dans chaque centre de service scolaire ou même établissement d'enseignement privé, il y a une personne qui porte le titre de responsable du traitement des plaintes qui va être la deuxième étape dans la procédure de traitement des plaintes. Donc, c'est à cette personne-là qu'il faut s'adresser. C'est simple, ça peut être par téléphone, par courriel, un formulaire. Donc, toutes les modalités sont là pour que l'élève, parce que l'élève peut aussi lui-même apporter sa situation, ou le parent puisse facilement communiquer avec le centre de service scolaire. Et là, le centre, la responsable du traitement des plaintes a 15 jours pour analyser la situation, parler à la personne plaignante et émettre ce qu'on appelle un avis de bien fondé pour dire, bon, est-ce que c'est fondé, non fondé et voir s'il y a des corrections qui peuvent être appliquées. C'est bien avec la nouvelle loi, cette nouvelle procédure-là qui est en vigueur depuis la rentrée 2023, c'est que les 3 étapes qui ont des délais dans la loi associés à chacune des étapes. C'est-à-dire que la personne qui se plaint à la direction d'école n'a pas de nouvelles dans les 10 jours ouvrables, là, c'est donc 2 semaines de calendrier, ou qui n'est pas content de la réponse, il va à la deuxième étape. Donc, même si en l'absence de réponse, on n'est pas obligé d'attendre 28 jours, peut-être près de 10 jours ouvrables, on n'a pas eu de signal de la direction, ça m'autorise à aller à la deuxième étape. La deuxième étape, Caroline l'a dit, 15 jours ouvrables, donc 3 semaines de calendrier. Là encore, soit que la réponse, c'est pas notre affaire, ou que le responsable des plaintes m'a pas donné signe de vie, ou m'a pas envoyé sa décision écrite. Ça m'autorise à aller à la 3e et dernière étape qui est chez nous. Mais les gens sont dans le doute, ils peuvent nous appeler. Là. On est là aussi pour les accompagner dans le processus. Alors ça, c'est intéressant, ça. Évidemment, notre page web là, qu'on retrouve sur québec.ca en rentrant des mots-clés comme protecteur national élève va vous donner beaucoup d'informations sur les différentes étapes, comment ça fonctionne. Donc, déjà, c'est un premier moyen de s'informer. Mais au besoin, comme ombudsman, c'est bien important pour moi qu'on joue ce rôle-là aussi, d'accompagner les gens dans leur démarche, qui n'est pas facile à porter tout le temps. J'ai entendu au cours des années, des 2-3 dernières années, probablement des dizaines d'histoires de parents qui se sont plaints au centre de service scolaire et qui ont senti que c'était un peu un chemin de croix. Là. Tu sais, ils devaient vraiment... C'est un parcours très, très difficile de faire valoir leurs points de façon à ce que ça mène à un changement de pratique ou même parfois même à un changement de personnel dans des cas un peu plus extrêmes. Est-ce que vous sentez que les centres de service scolaire jouent ce rôle-là de façon plutôt neutre et efficace ou vous les sentez quand même un petit peu en mode défense quand ils reçoivent ces appels-là ou ces commentaires-là de parents? Caroline, es-tu prête à te mouiller? Je dirais que c'est varié. Dans la très grande majorité des cas, je crois qu'on tente, en tout cas, d'être le plus objectif possible, mais il est vrai qu'ils ne vont pas peut-être aussi loin que nous dans nos enquêtes. T'sais, nous, on va aller vraiment très, très loin. On va retourner toutes les pierres pour s'assurer d'avoir vraiment un regard complet là, sur la situation. Il est possible que, bon, au niveau du centre de service scolaire, je pense pas que c'est un manque d'objectivité, mais peut-être dans certains cas, là, peut-être qu'on va prendre la version qui nous a été transmise par nos collègues. Ouais. C'est la version qu'on va ils ont des retenir. enjeux différents, hein, les enjeux syndicaux, ce sont leurs employés. Eux, ils gèrent le quotidien de ces gens-là, les élèves. Donc, c'est clair que la pression n'est pas la même. Là. La chance qu'on a, c'est l'indépendance, la distance qu'on est capable d'avoir avec les organismes, avec leurs membres du personnel. On est vraiment à la distance qu'il faut pour réaliser pleinement, aller au fond des choses. Puis nos pouvoirs d'enquête sont très importants. Tu sais, s'il y avait des résistances importantes de nous fournir de l'information ou des documents, on a les mêmes pouvoirs que le commissaire enquêteur. Le commissaire Galland qui a fait son enquête sur la SAAC récemment, là, on a les mêmes pouvoirs que lui d'exiger de n'importe qui des documents ou des témoignages. On peut obliger quelqu'un à nous rencontrer même s'il veut pas. Là. Ça va jusque-là, les pouvoirs qu'on peut aller. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur des pouvoirs d'enquête qu'on peut avoir. Donc comme Caroline l'a dit, on peut aller au fond des choses. Oui, absolument. On pourrait vous voir à la télé prochainement pendant des heures, faire des enquêtes publiques comme avec la commission Galland. Donc, c'est pas mon objectif de carrière. C'est ça. En terminant,
j'ai goût de vous demander, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite au protecteur national de l'élève pour les prochaines années? Là, vous en êtes à votre 3e année d'activité là, présentement. Et qu'est-ce qu'on souhaite au réseau scolaire dans cette relation-là avec le protecteur national de l'élève? Être le gardien de cette indépendance-là, de cette objectivité-là, crédibilité, confiance des gens. Alors, moi, c'était bien important pour moi depuis le début. Il faut qu'on soit crédible. Je pense qu'on a réussi. Il faut qu'on ait la confiance, oui, des parents et des élèves, mais également du réseau. Parce que s'ils ne nous font pas confiance ou qu'on n'est pas crédible à leurs yeux, ben ça va être difficile que nos recommandations soient acceptées. Ça fait partie de notre enjeu. Nous, on fait des recommandations. On n'a pas de force exécutoire. On ne sont pas obligés s'ils ne voulaient pas. Heureusement, on est à 97-96% d'acceptation des recommandations partout au Québec. C'est très positif. Absolument. Et je vous dirais, puis je fais souvent cette blague-là, peut-être que je vais radoter chez certaines personnes qui m'ont déjà entendu le dire, mais le but ultime d'une organisation comme la nôtre, c'est de ne plus exister. Parce que à travers les recommandations qu'on aura faites, qui parfois règlent un problème pour un élève, mais souvent vont le régler pour la classe au complet ou parfois pour l'école au complet, c'est mis en œuvre, évidemment, par l'école, par le centre de service, ben va faire en sorte que les plaintes sur cette problématique-là vont diminuer, normalement. Fait qu'un jour, idéalement, il n'y aurait plus de plaintes. Mais bon. Mais je pense que c'est un vœu pieux. On comprend tous l'intention, mais l'éducation, c'est un système vivant en pleine évolution. Exact. Le monde dans lequel l'éducation et les écoles vivent est en constante évolution aussi. Donc, les défis vont changer, vont évoluer. Puis je pense que votre rôle, la façon dont il est expliqué aujourd'hui, ça paraît aussi très, très pertinent comme étant une façon, l'allié de l'élève, mais l'allié du réseau pour aller tout le monde dans la même direction, qui est de faire mieux pour les élèves. Tout à fait. Puis, tu sais, le fait qu'on soit gratuit, c'est quand même rapide, là. C'est pas comme être devant un tribunal, ça va prendre 2 ans et demi avant que tu aies une décision. Oui, absolument. Jean-François Bernier, protecteur national de l'élève. Caroline Gervais, protectrice régionale de la région de l'Abondance. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir. Merci, à la prochaine. Plaisir. Si je retiens une chose de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la phrase de Marc-André. On ne cherche pas un mathématicien, on cherche un tisseur de liens. Puis Marc-André nous a montré que la formation, oui, ça peut améliorer un prof, mais ça ne crée pas l'humain en dessous. Puis le protecteur national de l'élève nous a rappelé aussi que protéger un enfant, c'est jamais juste appliquer une procédure. C'est de voir l'humain, qu'il soit victime ou l'auteur de violence. Puis même nos 3 nouvelles du bulletin, sous des angles différents, nous ont ramenés au même endroit. Le système peut écrire 1000 règles, 1000 grilles, 1000 évaluations, mais c'est toujours un humain qui ouvre la porte à un autre humain. Si je retiens une chose de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la phrase de Marc-André. On ne cherche pas un mathématicien, on cherche un tisseur de liens. Puis Marc-André nous a montré que la formation, ça peut améliorer un prof, mais qu'elle ne va pas créer l'humain en dessous. Le protecteur national de l'élève, lui, nous a rappelé que protéger un enfant, mais c'est jamais juste appliquer une procédure. C'est aussi de voir l'humain derrière, victime comme auteur. Et même nos 3 nouvelles du bulletin de nouvelles, sous des angles différents, nous ont ramenés au même endroit. Le système peut écrire 1000 règles, 1000 grilles, 1000 évaluations, mais c'est quand même toujours un humain qui ouvre la porte à un autre humain. Et cette semaine, je vous encourage à écrire un mot à un élève ou à un collègue qui a manqué à l'appel récemment. Pas pour le chicaner, évidemment, mais pour lui dire qu'il vous manque, puis regardez ce qui se passe. Merci à mon co-animateur Marc-André Girard, merci à Jean-François Bernier et Caroline Gervais pour le travail discret et essentiel qu'ils font à tous les jours. Et évidemment, merci au Parcours Parents d'aidersonenfant.com qui propulse cet épisode parce que c'est exactement la même philosophie qui est portée là-bas, des humains qui accompagnent d'autres humains en direct, dans des groupes de discussion, en atelier. Pas un catalogue, une vraie communauté de parents et d'experts qui s'entraident. On se revoit la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Bye tout le monde.